Comment vous comportez-vous au sein de votre entreprise, de votre projet commercial, lorsqu'une stratégie ne fonctionne pas comme vous le souhaitez? Comment vous comportez-vous dans votre projet entrepreneurial lorsque vous appliquez, vous implémentez une stratégie que vous avez pensée, à laquelle vous avez réfléchi, que vous avez savamment orchestrée, peut-être d'une main de maître et qui ne marche pas? Quelle est votre attitude? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Hospicecom, je suis entrepreneur togolais et consultant en développement commercial. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet avec les uns et les autres, plus particulièrement les entrepreneurs, que vous soyez un entrepreneur débutant, junior ou senior. Cette thématique devrait bien vous intéresser parce qu'au quotidien, c'est des réalités que les uns et les autres vivent. En général, lorsque nous regardons dans la vie, et c'est très important avant de rentrer dans le vif de ce sujet, de faire des comparaisons par rapport à des similitudes que nous pouvons rencontrer dans la vie. Lorsque vous mangez un repas qui ne vous plaît pas beaucoup, au bout d'un certain moment, vous finissez par changer de menu. Lorsque vous fréquentez un ami, un compagnon, et qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça ne passe plus la symbiose, vous finissez par changer de relation ou de partenaire. Lorsque vous habitez dans une localité ou dans une maison, par exemple avec le voisinage, et que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, et que tout le temps c'est des problèmes, à un moment, vous finissez par changer peut-être de maison ou d'habitation ou de voisin. De la même manière, dans les différents projets, qu'ils soient entrepreneuriaux ou commerciaux, la même disposition s'applique. Et nous observons que beaucoup d'entrepreneurs, à partir d'un moment où ils commencent par sentir le poids, les difficultés, les contraintes, sentir que ça rame les stratégies qu'ils avaient mises en place, ils changent simplement de stratégie et passent à une autre stratégie. Au fil du temps, lorsque vous les observez, vous vous rendez compte qu'ils ont fini par enchaîner stratégie après stratégie, stratégie après stratégie, à tel point qu'on risque même de les trouver avec une autre vision carrément par rapport à la vision de départ. Et oui, c'est ça le piège. Et je voudrais donc pour cela attirer votre attention aujourd'hui, comme je l'ai dit, que vous soyez un aspirant à l'entrepreneuriat, un entrepreneur junior ou un senior, la même règle devra s'appliquer à vous parce que attention à ne pas trop vite jeter l'eau du bain et le bébé. Je répète, attention si vous êtes un entrepreneur, quand vous appliquez des stratégies qui ne marchent pas, de trop vite les changer parce que attention, vous risquez de jeter l'eau du bain et le bébé. Je vais m'expliquer. Il est normal que dans une vie d'entreprise, dans des stratégies, dans des approches, de pouvoir déployer son projet, qu'on puisse partir sur une diversité de plans, de possibilités. Donc, lorsque le plan A ne marche pas, qu'on puisse activer le plan B et que lorsque le plan B ne marche pas, qu'on puisse activer le plan C. Et on le voit également avec les stratégies que les uns et les autres peuvent appliquer. Mais là où c'est un peu compliqué, abusé et qu'il faut radicalement changer cette façon de faire, c'est là où l'entrepreneur que vous êtes changer de stratégie radicalement. J'ai essayé quelque chose qui n'a pas marché, je le change radicalement par autre chose, dont je ne suis pas également sûr du résultat ou que cela va marcher. Et quand vous êtes dans cette disposition, quand vous êtes dans cette logique, dans cette façon de faire, vous allez vous rendre compte que la première stratégie ne marchera pas, la deuxième ne marchera pas plus, la troisième ne marchera pas plus. Si vous êtes un entrepreneur, vous pourrez trouver de la cohérence dans ce que nous sommes en train de dire. Cela voudra dire que ce ne serait pas la meilleure méthode de travail que de pouvoir changer radicalement une stratégie. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que vous me poserez. Tout naturellement, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir apporter quelques connaissances en matière de procédure aux entrepreneurs, qu'ils soient débutants, juniors ou seniors, quand vient le moment de pouvoir changer de stratégie ou plutôt lorsque la première stratégie mise en place ne fonctionne pas.
Écoutez, la sagesse voudrait que, à partir d'un moment où les choses ne marchent pas dans votre vie, que vous puissiez prendre un minimum de recul. Plutôt que de changer radicalement les choses, il vaut mieux plutôt faire un minimum de recul. Et ce recul-là, vous allez le voir et nous allons apprendre de ce recul-là dans ce que nous appelons la gestion de projet. Je reviendrai toujours, mais je vais d'abord aller sur la gestion de projet. Dans la gestion de projet, vous verrez les lignes comme la description du projet, les objectifs visés par le projet, généraux et puis spécifiques. Vous verrez les résultats à atteindre et vous verrez les activités à faire. Mais un projet qui ne dispose pas à la fin de ce qu'on appelle l'évaluation ne sera pas un bon projet et vous le savez. Et donc, cela voudra dire que si pour un projet, vous mettez la mention ou bien la partie évaluation, cela voudra dire qu'à partir d'un moment d'exécution de votre projet, vous avez prévu de vous asseoir et de pouvoir regarder votre marche, vos actions et voir un peu une petite analyse, un diagnostic, d'accord, pour consulter les actions et voir si vous êtes au beau fixe de vos objectifs. Naturellement, il y a 3 stratégies qui vont découler de cette façon de faire donc l'évaluation. 1. Si vous avez atteint approximativement les objectifs, le niveau d'objectif que vous aviez défini, nous disons simplement que vous avez réussi votre mission. Si, par exemple, vous avez dépassé de loin les objectifs que vous aviez fixés, nous dirons en ce moment, de manière stratégique, que vous avez sous-évalué dès le départ votre force. C'est pourquoi, à la fin du projet, vous vous retrouvez à avoir largement dépassé les objectifs que vous aviez fixés. Est-ce que vous voyez? Et si vous vous retrouvez trop en dessous des objectifs que vous étiez fixés d'atteindre, alors cela voudra simplement dire que vous avez eu beaucoup trop de faiblesses ou que vous avez surévalué vos capacités, vos aptitudes ou bien que vous n'avez pas eu suffisamment de moyens. De toutes les façons, cela demeure quand même que vous vous êtes un peu surestimé par rapport au projet. Et de la même manière, cet enseignement que nous pouvons tirer de la démarche méthodologique, de la conduite ou du pilotage d'un projet classique va se retrouver également dans l'entreprise ou dans votre projet entrepreneurial quand viendra le moment de pouvoir changer de stratégie. Il faudra d'abord questionner l'ancienne stratégie. Pourquoi ça a marché ou pourquoi cela n'a pas marché? C'est des questions auxquelles il faut systématiquement répondre, sinon ce serait vain de pouvoir changer de stratégie. Parce que c'est aussi idiot, excusez-moi le terme, de pouvoir changer de stratégie comme de chaussures sans même pouvoir se demander éventuellement pour quelle raison au fait que ça n'a pas marché. Parce qu'en général, on se retrouve à observer que ça n'a pas marché parce qu'on espérait quelque chose qu'on n'a pas obtenu. Du coup, on conclut que ça n'a pas marché. Donc, je vais vous proposer une démarche simple quand vient le moment de changer de stratégie. Et la première chose qu'il faut faire dans cette démarche-là, c'est d'abord de pouvoir faire un audit. Et vous savez, quand vous voulez démarrer souvent un nouveau projet, une nouvelle fonction, on peut vous demander de faire un audit de l'existant. C'est-à-dire que ce que vous êtes venu retrouver, par exemple. Maintenant, si ce que vous, ou bien d'où vous partez, c'est le fruit de vos actions précédentes, alors naturellement, il conviendra de pouvoir questionner justement et de pouvoir faire cette analyse-là, cet audit pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans l'audit, ce que vous pouvez faire simplement, c'est, nous allons partir dessus, de pouvoir retourner à vos objectifs. D'accord? Vous savez qu'en entrepreneuriat, lorsqu'il s'agit de développer des objectifs, nous disons qu'il faut respecter la règle du SMART. Donc, que l'objectif que vous allez définir soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et puis temporel. Et vous voyez que ça fait 5 paramètres qui sous-tendent ou qui construisent la crédibilité d'un objectif. Ça voudra dire qu'au moment où votre projet ne marcherait pas ou que la stratégie, vous sentez que ça coince, plutôt que de tout jeter pour éviter de jeter l'eau du bain et le bébé, vous pourrez revenir aux fondamentaux de cette stratégie SMART pour évaluer en fait, est-ce que au finish, mon objectif était aussi spécifique que cela se devait. Si c'est validé, vous irez donc à la mesurabilité de votre projet pour auditer cela. Est-ce que dans les faits, c'était vraiment mesurable comme nous l'avons pensé?
atteignable? Est-ce que les objectifs que nous avions assignés dans notre stratégie, ou bien desquels on a découlé la stratégie fonctionnelle, est-ce que vraiment c'était crédible, c'était atteignable? Est-ce que c'était réaliste? Vous voyez? Et est-ce que c'était temporel? Est-ce que nous avons consacré du temps suffisamment pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette action-là avant de décider que cela ne marcherait pas et qu'il fallait changer? Donc, petite méthodologie pour pouvoir questionner 5 paramètres desquels, sûrement, ma foi, vous allez comprendre peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas marché ou la raison pour laquelle ça a ramé. Une deuxième astuce, quand vient le moment de changer de stratégie, et où nous disons qu'il est très fondamental de pouvoir questionner les résultats de la première stratégie avant de pouvoir passer, c'est de pouvoir faire une analyse SWOT. Beaucoup d'entrepreneurs font l'analyse SWOT, vous savez, ce fameux strength, weakness, force, faiblesse, opportunité et puis menace. Beaucoup d'entrepreneurs en font lorsqu'ils écrivent leur business plan. Déjà que quand vous êtes un entrepreneur et que vous êtes réaliste, vous comprenez que c'est vain de pouvoir pondre un business plan en début de son projet. Parce que nous disons que le business plan intègre des données que quelquefois c'est après 1 ou 2 ans de lancement de votre projet que vous pouvez trouver les vraies données pour élaborer un business plan. Et puis déjà que vous avez les premières données des premières et deuxième années que vous avez fait de manière intuitive, de manière directe, que vous pouvez donc capitaliser dans un business plan et puis pouvoir peut-être demander du financement. Et nous savons que pour demander du financement dans un business plan, ça tient compte d'une prévision, d'une projection, bien sûr, à partir ou bien qui prend base dans les premiers résultats. Bon, sinon, quand il n'y a pas les premiers résultats, j'ai du mal à voir comment on peut faire une projection dans un business plan. Et si vous arrivez à le faire, ben, c'est que vous êtes en train de vous tromper vous-même parce que ce serait totalement théorique. Et vous savez que beaucoup d'entrepreneurs ont fait des business plans et se sont retrouvés en train d'exécuter autre chose. Et au bout d'un an, en train de reprendre le business plan. Donc, j'aimerais attirer l'attention des entrepreneurs pour dire que beaucoup d'entrepreneurs font, oui, l'analyse SWOT en début de leur projet, alors qu'ils n'en ont pas trop besoin. Mais c'est bien parce que ça permet quand même de faire, d'avoir une visibilité quelque peu théorique, quand même du secteur, du marché et puis des adversités ou des pressions, des forces qui seraient en jeu sur le terrain. Mais encore, c'est encore plus pertinent et mieux et meilleur d'ailleurs de pouvoir réaliser une analyse SWOT à mi-parcours de votre projet ou à partir du moment où vous voulez changer de stratégie. Et l'analyse SWOT va déjà vous questionner, vous permettre de vous questionner ou de vous intéresser aux forces de votre précédente stratégie. Donc, dans cette stratégie, quels ont été les points forts? Donc, quand on parle de points forts, c'est quels ont été vos savoir-faire réussis. Quand on parle de savoir-faire, pour une entreprise, peut-être dans l'agroalimentaire, c'est la manière dont elle produit justement son produit agroalimentaire, qu'il soit des céréales, qu'il soit peut-être voilà, du jus ou autre chose. Par quel procédé vous le faites? D'accord? Donc, cela peut être une force. Déjà, ce savoir-faire-là. Et le domaine dans lequel vous êtes, est-ce que vous l'avez suffisamment maîtrisé? Et vous commencez par voir que lorsque vous vous posez ces questions pertinentes, cela peut tout de suite vous alerter sur des défaillances que vous aurez eues. Donc, c'est de revenir auditer votre action et poser la question réellement sur votre savoir-faire, si ça a été un savoir-faire vraiment à la hauteur des exigences du marché et des attentes de vos clients. La deuxième chose que vous pouvez questionner dans l'analyse SWOT, c'est justement vos faiblesses. Naturellement, le savoir-faire n'est pas le seul indicateur de vos forces. Hein. Votre équipe, c'est aussi une force. Est-ce que elle est au top? Donc, si elle a été au top, c'est une force. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous parlons d'audit. Nous parlons d'audit, donc nous parlons de comparaison. C'est-à-dire que vous allez prendre vos premières forces identifiées précédemment dans l'ancienne stratégie que vous allez comparer aujourd'hui avec votre état actuel pour voir est-ce que vous avez été au beau fixe. Vous voyez? Nous parlons aussi dans le pilotage d'entreprise d'indicateurs. Okay? Donc, des clés ou d'indicateurs qui servent à faire des mesures. Donc, ça veut dire que quand vous avez établi la première stratégie, il aurait été bienséant donc de mettre en place des indicateurs de performance qui, à partir d'un moment, vont vous permettre de pouvoir auditer. Et vous voyez, c'est autant d'éléments, analyse SWOT, indicateurs de performance, procédures SMART de définition d'objectifs. Voilà autant de clés, d'outils et de ressources
que normalement vous devez justement prédisposer avec la première stratégie qui vous permettra, qui vous faudra à la fin auditer et questionner pour pouvoir comprendre si justement vous avez besoin de passer à une autre stratégie. Et donc, après cela, vous allez passer donc aux faiblesses, donc qui vont être justement vos limites. Qu'est-ce que vous n'avez pas su réellement faire? Naturellement, quand une première force n'a pas été à son paroxysme, ça devient une faiblesse. Et donc, vous l'identifiez clairement. Et vous devez très bien encercler les éléments que vous allez mettre dans la faiblesse parce que justement, pour plus tard, c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer pour déployer la nouvelle stratégie. Et vous allez vous rendre compte, sans mettre la charrue devant le bœuf, que quelquefois, il ne s'agit pas de changer de stratégie, mais c'est de pouvoir corriger justement les erreurs et les imperfections de la précédente stratégie. Après, vous irez questionner les opportunités du marché et puis les menaces qui pèsent généralement sur vous. Et quelquefois, les entrepreneurs de nos milieux prennent leurs concurrents comme des menaces. Bon, moi, de mon avis de consultant, aujourd'hui, on n'a pas encore d'entreprise locale trop grande pour servir de menace pour une entreprise qui serait en train de naître dans le même secteur d'activité ou dans le même domaine. Même quand vous êtes dans le même quartier, j'estime que les premières entreprises locales ne font pas suffisamment assez à tel point qu'il y a tellement de parts de marché à se partager que j'ai du mal à comprendre quand les entrepreneurs évoquent de manière opérationnelle les concurrents comme des menaces. C'est vrai que de manière théorique classique, la concurrence est une menace, mais dans le fonctionnel, dans la réalité des mécanismes commerciaux, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien à faire avec votre concurrence. Parce que les gens, ils ont des faiblesses de moyens, les gens, ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut, ils n'ont pas la bonne équipe, ils ne développent pas les bonnes stratégies, ils ont un produit, mais ne font pas le travail qui doit être fait pour que le produit puisse être vendu. Donc, ça patine, ça rame. Et ils sont aussi, vous êtes aussi miséreux en fait que. Donc, quand on est deux miséreux en train de conquérir le marché, pourquoi on est des concurrents? On n'est même pas des concurrents. Plutôt dans d'autres stratégies, nous souhaitons même que ces entrepreneurs-là puissent éventuellement se mettre ensemble pour être plus forts et prendre davantage de parts de marché, consolider les ressources, donc les unités de production, le personnel, mettre en plus ensemble les ressources financières pour pouvoir être plus compétitifs à deux. Bon, donc, ça, c'est aussi une autre paire de manches. Donc, pour continuer mon raisonnement, donc, à partir du moment où vous réalisez cette analyse SWOT, et donc, vous définissez, vous contrôlez, vos forces, vous contrôlez vos faiblesses, peut-être qu'en temps vous êtes amélioré, peut-être qu'en temps ça s'est empiré vos faiblesses, et que vous regardez les menaces et puis les opportunités du marché, vous pourrez aisément comprendre que le problème se situe quelque part. Et entre autres, ça peut être que vous êtes parti dans votre stratégie avec une forte vision, mais sur le processus d'exécutabilité ou d'exécution de votre projet, vous vous êtes ramolli, vous vous êtes affaibli ou qu'il y a eu de nouvelles données qui ont fait que vous avez entre-temps dégonflé votre fierté ou votre ambition de pouvoir réussir votre projet. Et ça peut être autant de choses qu'il faut revenir, corriger, consolider. Si j'en parle, je dois vous donner un exemple concret de la vie de chaque jour que moi je rencontre en tant que consultant pour que vous puissiez mettre un exemple factuel sur cet ensemble de théories. Plusieurs fois, sinon que dans les 99% des cas où je suis en consultation commerciale, les entrepreneurs, ils ont toujours la même logique de réflexion. À écouter M. Hospice, nous avions essayé entre-temps une stratégie avec nos équipes commerciales, si nous voulons rester dans le contexte des commerciaux, et nous avions consacré un salaire et nous leur avions donné les produits, nous avions fixé des objectifs et nous nous sommes rendus compte au bout d'une année que les résultats n'ont pas été suivis ou n'ont pas été à la hauteur justement des attentes que nous avions en recrutant les commerciaux. Et du coup, nous estimons que l'action commerciale est trop onéreuse quand il faut payer un salaire fixe aux entrepreneurs et nous avons simplement envie ou nous avons décidé de changer de stratégie dans notre approche commerciale. Nous n'allons plus travailler avec des commerciaux permanents, nous allons simplement prendre des apporteurs d'affaires, les gens l'appellent comme ça, ou des intermédiaires ou des commerciaux indépendants. Je vais vous expliquer le fond de tout ça pour pouvoir changer la donne. Comme ça, nous ne serons plus obligés de consentir les salaires des commerciaux et puis donc nous pourrons payer la deuxième équipe
dans la deuxième stratégie sur le rapport des résultats qui vont nous apporter. C'est très intéressant de pouvoir changer de stratégie aussi rapidement, mais nous ne devons pas oublier que dans une entreprise, tout ce que nous faisons doit être guidé par la recherche la plus optimale d'un résultat. Et dans la plupart des cas, c'est une mauvaise stratégie. Il faut que je commence par en parler. Parce que beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent seront en train de se dire, oui, mais c'est normal. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Enfin, je parle des autres, pas moi. Je ne peux pas faire cette erreur-là parce que, comme je dis, c'est une erreur monumentale. D'accord? Mais quand on regarde un peu les résultats et les déclarations de cet entrepreneur, on peut effectivement se dire que, oui, la logique, c'est de pouvoir rompre tout de suite avec l'ancienne stratégie et de pouvoir changer radicalement de stratégie pour payer le moins possible dans le but de pouvoir essayer de reprendre les choses et de pouvoir trouver les résultats. Comme je dis, attention, parce qu'il faut qu'on évite de jeter l'eau du bain et le bébé qu'on a douché ou qu'on a voulu doucher pour le rendre propre. Je vais m'expliquer. Lorsque vous dites que une action n'a pas marché, par exemple, et que les commerciaux n'ont pas atteint les résultats, et qu'on rentre réellement dans soit l'analyse ou l'étude donc de vos objectifs, s'ils ont été vraiment smart, ou une petite situation sur l'analyse SWOT, on peut très vite se rendre compte que quelquefois c'est le management qui a manqué. Quelquefois on peut encore se rendre compte que ce n'était pas tant le problème des commerciaux, mais c'était un mauvais positionnement du produit. Vous voyez déjà? Commencez par vous dire, ah, quelquefois on peut se rendre également compte que les moyens que l'entreprise a mis à la disposition dans l'exécution du plan commercial, ces moyens-là n'ont pas été à la hauteur ou ils ont fait un mauvais placement des moyens. Est-ce que vous voyez un peu? La liste est longue. Lorsque nous faisons la consultation, il y a beaucoup d'éléments que nous arrivons à ressortir justement pour orienter les entrepreneurs sur les potentielles sources de problèmes ou d'échecs d'une stratégie. Et ils vont se rendre compte que oui, ils n'y avaient pas pensé. Une autre question que nous pourrons simplement poser pour les faire, enfin pour les prendre dans leur propre piège, c'est qui a dirigé les actions commerciales? Est-ce que vous aviez une branche commerciale pour orienter les actions commerciales? Est-ce que vous aviez un directeur commercial qui a guidé, dirigé le déploiement des actions commerciales qui devait vous rendre compte qu'il y a matière justement à pouvoir le faire? Dans la plupart des cas, la réponse est non à toutes ces questions. Et donc, vous comprenez que dans ce cas d'espèce, s'amener très rapidement à changer de stratégie, croyant que des indépendants qui ne prennent pas un salaire pourraient être plus rentables. Là, on va encore se questionner ou s'intéresser à la réelle rentabilité des indépendants sur un projet commercial et vous allez aussi voir que ce n'en est pas une meilleure stratégie. Et donc, le plus important ou le plus stratégique, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce qui n'aurait pas marché. Donc, les indépendants, c'est quoi? Quand vous décidez de prendre un apporteur d'affaires ou un commercial qui serait indépendant, vous vous dites systématiquement que vous allez prendre quelqu'un qui a déjà des occupations à qui vous allez confier votre projet. Attention, que dis-je? Votre rêve. Que dis-je? Vos ambitions de chiffre d'affaires. Donc, toute votre ambition de CA, tous vos rêves de gagner de l'argent, vous les confiez à quelqu'un qui n'est pas partie prenante directement dans votre projet au sein de votre entreprise, qui n'a pas le même sang, le même rêve que vous, et vous allez les lui confier pour lui dire, écoute, si jamais tu vends, nous allons te rémunérer. Avec la manière dont je fais ma logique, vous comprenez aisément là où je vais vous amener. Quelle garantie vous avez justement que cette personne pourra faire un travail? Parce que même si elle fait ce travail, quelle garantie vous avez qu'elle pourra faire le travail minimum pour vous permettre d'avoir le résultat minimum pour couvrir vos charges, sachant que les entrepreneurs vivent au jour, le jour, au mois, le mois. Quelle garantie vous avez? Donc, partant déjà sur cette logique, vous comprenez que cela ne vous arrange même pas de pouvoir, même en voulant changer de stratégie, pouvoir aller vers des personnes comme ça. En réalité, la meilleure et première stratégie qu'il faut faire au sein d'une entreprise, quand il s'agit de la branche commerciale, c'est d'avoir une équipe sur place. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions et tout naturellement, je dirais avec beaucoup d'honnêteté que pour certains types de projets, le modèle est exclusivement basé sur des représentations. Mais je dis pour certains types de projets qui sont comme ça par rapport à la plupart des projets commerciaux. Peut-être que plus tard, on pourra en parler. Mais pour l'heure, comprenez que
c'est vraiment à prendre au sérieux. La meilleure stratégie quand vous avez un projet ou un produit, c'est d'avoir une équipe en interne. Quelquefois, ce qui tue les entrepreneurs, c'est le défaut de l'élaboration d'un plan commercial crédible, c'est le défaut d'un accompagnement sérieux, optimal, avec des obligations de résultats et des engagements sérieux, et c'est le défaut justement d'un responsable commercial pour pouvoir piloter les activités commerciales. Et souvent les entrepreneurs ils se débrouillent. Et bien, quand vous êtes débrouillé tout seul, ben après ne vous plaignez pas que ce n'est pas marché. Ou que quand vient le moment de pouvoir tirer l'addition, ben, avouez que vous n'avez pas été à la hauteur du pilotage de votre branche commerciale et que c'est pour cette raison que cela n'a pas marché pour vous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans l'analyse que je viens de faire, vous comprenez aisément que au-delà même de vous expliquer que il est vain et inopportun, sinon imprudent de pouvoir changer radicalement une stratégie parce qu'elle n'a pas marché, mais aussi je suis en train de vous orienter sur la meilleure stratégie ou la meilleure compréhension de la branche commerciale pour pouvoir justement en tirer le maximum de résultats. Et vous comprenez, quand vous avez une équipe en interne, vous la contrôlez. Vous pouvez assigner des objectifs que vous allez contrôler au jour le jour. Et dans le management des équipes, il y a des process. Beaucoup d'entrepreneurs attendent la fin de semaine pour contrôler les actions des commerciaux ou de l'équipe terrain. Beaucoup d'entrepreneurs attendent un cycle mensuel pour pouvoir contrôler. Mais quand vous abandonnez des commerciaux à eux seuls, qui sont à la base des gens qui recherchent un salaire, et vous pensez qu'ils vont vous construire votre branche commerciale, c'est que vous vous êtes gouré. Et depuis le début, vous êtes mis vous-même le doigt dans l'œil. Parce qu'en réalité, c'est un responsable commercial qui doit guider ou piloter des commerciaux. Et c'est lui qui reste le garant de vos résultats ou des objectifs à atteindre. Parce que le responsable commercial, il a pour fonction de pouvoir prendre le rêve financier de l'entrepreneur, ses ambitions, ses visions, et de pouvoir les traduire dans les faits par des actions qu'il va pouvoir quantifier, mesurer et apprécier leur capacité à pouvoir vous rapprocher des objectifs financiers que vous avez définis. Et donc, quand ce travail d'expertise, quand ce travail d'avant-garde, quand ce travail de réflexion stratégique, technique n'a pas été fait dès le départ, bah, ne vous plaignez pas qu'une stratégie n'ait pas marché. Donc, attention à ne pas trop vite jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que les stratégies, elles étaient bonnes, mais il y avait des couacs à l'intérieur. Et si vous voulez, bah, vous pouvez me défier, faire l'opposé. Donc, continuer avec des commerciaux indépendants et voir si vous allez atteindre des résultats pour autant. En réalité, les deux stratégies ne sont pas des stratégies opposées, mais l'une complète l'autre. Mais dans le principe de subsidiarité dans les stratégies commerciales d'entreprise, il y a effectivement une priorité. Vous avez d'abord une équipe. Même si c'est une personne, c'est largement suffisant pour construire une équipe commerciale. Un responsable commercial et un commercial qui commence. Et au fur et à mesure des résultats, vous allez pouvoir augmenter l'effectif. Et ce n'est qu'après avoir eu une équipe de base en interne sur laquelle vous avez toute incidence, à qui vous confiez réellement des objectifs clairs au mois le mois ou au jour le jour, que vous pouvez vous permettre, seulement là, que vous pouvez vous permettre d'avoir une équipe secondaire d'apporteurs d'affaires, de représentants. Et même plus loin, lorsque vous allez faire la courbe de rentabilité de votre entreprise ou le cycle de vie de votre produit pour comprendre quel cycle par lequel votre produit va passer dans le but de vous faire passer du lancement du produit à la croissance, à la maturité, vous comprendrez qu'en général, c'est entre la phase de croissance et la phase de maturité que vous avez beaucoup de personnes qui vous approchent pour pouvoir vous représenter. Et en général, c'est beaucoup plus intéressant d'attendre ou de créer les conditions pour que votre produit soit intéressant, pour démontrer qu'il est rentable, qu'il y a beaucoup de profitabilité à l'intérieur, que vous avez une image de marque forte, que vous avez fait un travail de fond pour baliser le terrain commercial, pour donner justement envie à des personnes de vouloir vous représenter. Parce que beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là et puis c'est une erreur stratégique dans les conditions pour faire les partenariats. Dans une prochaine vidéo, je vais en parler. Comment pouvoir s'apprêter et aller ficeler des partenariats. Dans la plupart des cas, beaucoup d'entrepreneurs le savent ici, qu'ils font des efforts pour faire des partenariats. Ils forcent pour les faire, mais ça ne leur apporte rien au bout d'un an ou au bout de quelques mois. Et au finish, ils se rendent compte que c'était de mauvaises stratégies. Mais c'est qu'il y a des codes en fait qu'ils n'ont pas maîtrisés. Quand vous voulez faire des partenariats, il y a des conditions pour que le partenariat il soit bénéfique, profitable
et qui puisse être stratégiquement rentable pour vous. Et beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais aussi faire cette causerie avec vous dans le but de pouvoir vous orienter sur les meilleurs mécanismes à implémenter quand on veut faire du partenariat pour qu'il soit gagnant à coup sûr. Donc, pour revenir, comme je parlais du cycle de vie de votre produit, il y a un moment de la phase de croissance de votre entreprise que quand vous arrivez là-bas, tout le monde vous tombe dessus pour être votre représentant. Et ça,